Alors, on va parler de cette association dont vous avez été l'un des promoteurs il y a plusieurs mois de cela, une association qui réunit des mécènes, alors qui appartiennent tant au pouvoir public qu'au domaine privé, pour œuvrer en faveur de ces platanes du canal du Midi qui sont victimes du chancre coloré. D'abord, comment on va faire un peu la genèse de cette association? Comment est-elle née au départ? C'est une association qui a été créée à l'initiative des Voies navigables de France et de son directeur, M. Papinutti, qui, évidemment, en responsabilité de la gestion de toutes les voies navigables en France, a une attention toute particulière dans le contexte au canal du Midi, qui est malheureusement touché par ce chancre qui risque de dénaturer, que dis-je, enfin d'enlever tout le charme de ce canal, parce que cette voûte arborée en est l'un des éléments les plus caractéristiques, les plus charismatiques. Je l'ai fait à vélo d'ailleurs, de Sète à Blagnac. Ah, carrément, vous avez oui, fait la distance complète. Oui. Par deux fois, une fois la distance complète de Sète jusqu'à Blagnac en 3 jours, et une autre fois en partant de Blagnac, je suis remonté jusqu'à la prise d'eau de Alzot, via bien sûr Saint-Ferréol, etc. C'est magnifique, mais le charme en tient pour moitié, j'ai envie de dire précisément, à cette voûte arborée. Donc c'est à l'initiative de VNF, des Voies navigables de France, que l'association a été créée. Son président, c'est Jean-René Bouscatel, le président du Stade Toulousain. J'en suis vice-président, avec Alain Chatillon, le sénateur de Revel, donc du lac de Saint-Ferréol. Par là même, voilà, bien sûr. Oui. Voilà un petit peu la logique. Et nous sommes ensemble convenus que il faut aller rechercher des moyens financiers sur la base du volontariat. Je ne vous cache pas que ceux qui se sentent le plus concernés jusqu'à maintenant, ce sont les ressortissants du Languedoc-Roussillon, qui va faire partie bientôt de la grande région, la Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Passez-moi l'expression, nous serons dans le même bateau. Nous serons dans le même bateau et nous serons en tout cas ensemble à devoir préserver le même charme de ce canal du Midi. Donc je vous rappelle qu'il est classé comme au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Et donc ce qu'il faut, c'est veiller à replanter. Le problème, c'est que cette fichue maladie, pour le moment, on ne sait pas faire autre chose qu'abattre l'arbre. Et quand vous abattez un arbre, il faut en battre 7. 3 en amont, 3 en aval, parce que le risque de contamination par proximité est important. Et que le mal avance, hein, c'est-à-dire que... Le mal a passé malheureusement le seuil de Naurouse, et il commence à toucher les platanes dans le Lauragais, ce qui sensibilise quand même un peu plus les Toulousains. Je dois dire d'ailleurs que les particuliers ont manifestement été très impliqués dans leur souci d'aider à préserver le canal, puisque nous avons, depuis la création de cette association, nous avons pu recueillir quelques 530 000 euros déjà. C'est pas rien en ces temps de crise. Ce qui est extrêmement important. Et c'est pour moitié, en gros, je simplifie, grâce à quelques 4000 particuliers qui ont cotisé et plus de 35 sociétés, plus de 35 entreprises qui sont pour le moment plus mobilisés du côté du Languedoc-Roussillon que du côté de Midi-Pyrénées, mais je voudrais profiter de ce micro pour qu'on entende que malheureusement le chancre a passé le seuil de Naurouse et qu'il va toucher Toulouse très très vite, et il faut vraiment s'investir fortement. Donc on abat ces platanes contaminées, quand vous rappeliez que c'est 7 platanes finalement. 7 chaque fois. Ah, oui. Donc c'est des dégâts importants, ça coûte cher bien sûr à la collectivité. Ça coûte cher parce que l'abattage, il faut abattre l'arbre, il faut brûler l'arbre lui-même. On peut même pas en faire du bois de chauffe, on peut même pas se servir de l'énergie. La possibilité de le recycler. Parce qu'il faut très rapidement le brûler de manière que la contamination ne se propage pas. Et il faut dessoucher et replanter. Somme toute, la replantation, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Il y a quelques 2000 arbres déjà qui ont dû être replantés. En fait, ce sont le canal du Midi, ce sont 42 000 platanes. Aïe, 42 000. Et il y en a déjà pas loin de 10 000 qu'il a fallu abattre. Donc ça vous donne un peu la mesure du chantier. Et évidemment, il est important de replanter. Ce dont se préoccupent les voies navigables de France, c'est de retrouver des essences un peu diversifiées, parce que ces platanes ont plusieurs siècles.
Et dans les siècles qui viennent, il serait dommage qu'une nouvelle maladie attaque simplement une essence et que ce soit celle qui a été choisie le long du canal. Donc les spécialistes proposent de replanter avec des essences diversifiées tout en Donc recherchant. pas forcément des platanes Non. pour les remplacer. Mais il y en aura, semble-t-il aussi, mais avec des gènes un petit peu différents. Et ce sont d'autres essences plus diversifiées, ce qui, somme toute, à mon avis, va faire très très joli. Pour autant, il faudra attendre quelques décennies avant que ça soit une voûte bien ombragée. Voilà. On rappelle, pour la petite histoire, Bernard Keller, que ce chancre coloré, ce sont les Américains qui l'ont importé en France pendant la Seconde Guerre mondiale, paraît-il. Hein. C'est ce que j'ai entendu dire. Oui, ce serait arrivé par du côté de Marseille d'ailleurs, Oui. Et ce serait revenu par donc Sont le canot méditerranéen. les mâles. Hein, Bon, je ne connais pas honnêtement très précisément les origines. Le chancre était dans ces mâles, donc Oui. en bois, et que c'est à partir de là que s'est fait la contamination. Ceci étant, depuis que le voyage et le transport existent, on le rend responsable de la contamination de certaines maladies. Dès le Moyen-Âge, les rats prenaient des navires et amenaient ici ou là quelques maladies. Bon, voilà, pour autant, on ne va pas en rendre responsables nos amis américains. Ce qui est important, c'est que par ailleurs, on continue à rechercher les possibilités de trouver un vaccin. On a d'ailleurs quelques spécialistes, et des jeunes d'ailleurs à Toulouse qui travaillent là-dessus. Je crois que le ministère prend ça tout à fait au sérieux, et en même temps avec la circonspection qu'il faut avoir. Parce que c'est vrai que c'est un traumatisme. Chaque fois qu'un arbre est malade, abattre 7 arbres, les élus que nous sommes, certains d'entre nous, ça nous révolte, quoi, parce qu'on sait bien que les espaces verts n'ont de charme que lorsqu'ils sont plantés, les arbres maintenus, mais ça prend des décennies tout cela. Et donc ce travail sur la recherche d'un vaccin continue. On est en train de le tester. Il semblerait que ce vaccin puisse retarder le processus de contamination de la maladie. Bref, il faut à la fois, donc, pour le moment, malheureusement, continuer à abattre tout en travaillant à des possibilités de traitement. À l'évidence, si on trouve un traitement qui permette de préserver complètement les arbres, fût-ce en les pulvérisant avec des moyens lourds, ça se ferait. En l'état actuel de la connaissance, ça n'est pas le cas. Alors, rappelons que vous avez récolté 530 000 euros, c'est pas mal, mais au regard de la dépense que ça suppose à terme, c'est rien, quoi. C'est plusieurs dizaines de millions. Enfin, il faudrait d'ici une vingtaine d'années récupérer quelques 20 à 30 millions pour pouvoir complètement replanter, reformater le canal tout en préservant son charme. Alors, vous l'avez dit, il y a les entreprises, mais il y a aussi des particuliers. Cette association donc œuvre tous azimuts et compte nombre de donateurs. Oui, quelques 4000 particuliers qui se sont impliqués, et je crois qu'il y en aura d'autres, j'en suis même certain, car malheureusement, le chancre arrive jusqu'à Toulouse, et puis aujourd'hui, une trentaine, 35 entreprises. Là aussi, il faudrait qu'elles soient un petit peu plus nombreuses, et pas uniquement celles qui vivent du canal du Midi. Je veux parler des battleurs ou des paysagistes, mais peut-être toutes celles et ceux toutes ces entreprises qui participent de l'image de Toulouse. Je dois signaler d'ailleurs que ATR et Airbus font partie des contributeurs. La transition est toute faite pour parler d'autres thèmes. On parlera d'Aéroscopia. On mettra les coordonnées, bien sûr, de l'association sur le site internet de Radio Présence. Présence où il est 7h24. Toute l'info de votre région, Jean-Pierre Allot. L'info de votre région en direct avec Jean-Pierre Allot. C'est bien le maire de Blagnac que nous accueillons, vice-président de l'association pour la sauvegarde des platanes, donc du canal du Midi. Mais Quentin faisait allusion donc au maire de Blagnac qui, depuis quelques semaines maintenant, dispose d'un nouvel équipement où l'aéronautique est mise en avant. C'est bien sûr Aéroscopia. Tout à l'heure, j'évoquais dans l'éphéméride ce 2 mars 1969 où le Concorde décolla. Vous avez en mémoire bien sûr cet événement.
Ah oui, oui, tout à fait. 69 d'ailleurs, vous évoquiez tout à l'heure Serge Gainsbourg et ses provocations. N'était pas que l'année qu'a chanté Gainsbourg, mais c'était une année très aéronautique parce que ce fut le premier vol du Concorde, mais également, et on l'a oublié, du Boeing 747, et c'est l'année du premier pas de l'homme sur la Lune. Et oui, Également. année Donc fertile. Hein. voilà, une année très fertile. C'est un petit peu aussi parce que en 69, l'Europe, ou plutôt que de dire la France et la Grande-Bretagne, avaient fait le choix du vol supersonique, alors que les Américains faisaient le choix avec le Boeing 747 du transport de masse subsonique, comme on dit, c'est-à-dire en dessous de la vitesse du son, qu'il a fallu attendre quelques décennies encore avant que, grâce à un biréacteur qui s'est appelé l'autobus du ciel, Airbus, les Européens finissent par aussi venir en compétition des Américains. Alors, ce Concorde a disparu des écrans radars, mais il est là, Aéroscopia, en bonne place, à l'entrée même. Ça reste une des merveilles technologiques du XXe siècle. C'est sans doute le plus bel avion civil qui ait jamais été fait, et c'est toujours vrai. Et il aura quand même aussi fait voler en supersonique, en rapprochant les États-Unis, notamment de l'Europe et de la Grande-Bretagne et de la France en particulier, pendant plusieurs décennies. Bref, ça reste un magnifique avion, et nous en avons deux sur Aéroscopia. Un qui est à l'intérieur de la halle qui accueille les avions, qui est la propriété aujourd'hui de l'Académie nationale de l'air et de l'espace, et un autre qui fait le comité d'accueil, si je puis dire, tout à fait devant la porte principale, au nord de Aéroscopia, aux couleurs de Air France. Nous avons donc deux Concorde, une Caravelle, parce qu'on évoquait tout à l'heure donc Concorde et Airbus, qui était quand même aussi un magnifique succès de la France en matière aéronautique, le premier biréacteur motorisation arrière qui ait jamais été fait et qui a été aussi un beau succès. Alors, nous étions là pour l'inauguration, puisque Présence Matin avait lieu en direct d'Aéroscopia il y a quelques semaines de cela, et déjà, Bernard Keller, pas moins de 35 000 visiteurs au compteur, c'est une performance. C'est bien, oui, on a inauguré le 13 janvier Aéroscopia, on a ouvert au public le 14 janvier, et hier soir, je pense qu'on devait être à 35 000 visiteurs passés. En gros, c'est un rythme moyen de 5 à 6 000 visiteurs par semaine, une moyenne d'ailleurs de pas loin de 2 000 visiteurs par week-end pour le moment. C'est un rythme soutenu. Il faut qu'on reste prudent parce qu'il y a l'effet de nouveauté dans cette affaire. Ouais. Et en même temps, il y a un facteur négatif, il ne fait pas très beau, il fait froid, il faut rentrer dans une halle. Bref, si ce rythme de visite était maintenu, ça voudrait dire que le nombre de visiteurs attendus pour la première année serait plus important que la prévision. En gros, la prévision était raisonnable, on va dire de l'ordre de 120 000 visiteurs sur l'année qui s'ouvre. Là, on est sur un rythme qui devrait approcher les 200 000, voire plus. Alors, vous l'aviez rêvé, ce musée Aéroscopia, il est désormais une réalité. Il correspondait véritablement à un besoin. Ben écoutez, l'image identitaire de Toulouse, au sens large du terme, d'ailleurs le maire de Blagnac est vice-président de Toulouse Métropole. C'est pour ça que votre collègue, finalement, c'est pas trop heureux. C'est pas trop trompé. Aujourd'hui, Toulouse, ce sont 37 communes qui sont agrégées dans cette métropole dans laquelle nous faisons partie. Et nous partageons cette identité aéronautique qui nous est connue en France et reconnue dans le monde. C'était important, je crois, qu'on montre ce que l'on peut montrer. Certes, déjà depuis plusieurs années, décennies même, je devrais dire, on pouvait faire les visites du site d'Airbus avec Airbus Visite, mais ça reste toujours un petit peu frustrant parce qu'on ne voit les avions que de loin, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas rentrer dedans, et puis on ne peut pas voir les vieux avions qui manifestent, qui témoignent d'une certaine poésie. Et je crois qu'on peut le dire. Bref, il fallait que ce musée permette de venir fortement identifier cette légitimité aéronautique qui est la nôtre. Voilà qui est fait. Il aura quand même fallu pas loin d'une trentaine d'années. Il aura fallu aussi, et peut-être surtout, la mobilisation de plusieurs associations composées de personnes qui sont
toutes des gens passionnés, soit qu'ils aient été des anciens compagnons de la construction aéronautique depuis l'époque de SNCAS, Sud Aviation, SNIAS, bien sûr, et puis aujourd'hui Aérospatiale et Airbus, soit tout simplement qu'ils soient tombés dans la culture parce que la famille y travaillait là-dedans, très jeunes. Bref, il y a une trentaine d'associations là aussi qui militent depuis longtemps et qui voient arriver ce qui s'attendait. Je pense surtout aux associations telles que les Ailes Anciennes, telles que l'Aérotech, Cap Avenir Concorde et d'autres qui se préoccupent d'archéologie aéronautique. Alors vous êtes quasiment victime de votre succès parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Vous ne pouvez pas accueillir au-delà de 500 personnes. C'est un des problèmes qu'il faut que nous rediscutions avec les pompiers, c'est bien normal, et tous ceux qui se préoccupent des établissements qui reçoivent du public, ERP comme on dit dans le jargon. Il faut qu'on voit ce qu'il faudrait faire pour que la jauge soit un petit peu plus large, de 500 à 700, 800 par exemple, pour éviter que tout simplement des gens ne fassent la queue. C'est un élément de dissuasion très ennuyeux. Donc voilà, on va travailler cela avec les parce qu'on fait la queue pour venir visiter Aéroscopia. On fait la queue pour pouvoir rentrer dans la halle, oui, compte tenu de cette jauge à 500 maximum en même temps. Alors, c'est un musée, vous l'avez conçu, Bernard Keller, avec toutes les équipes, modulable. Ça veut dire qu'il peut évoluer, ce musée, s'agrandir. Alors évidemment, bon, oui, il a quand même, il a fallu s'impliquer de quelques 21 millions et 500 000 euros, avec l'aide, je dois dire, même si ça a été porté essentiellement par la ville de Blagnac, avec l'aide de la métropole toulousaine, avec l'aide de la région, Midi-Pyrénées, du département, de la Haute-Garonne, d'Airbus. Beaucoup. Il est possible de pouvoir maintenant continuer à s'enrouler autour d'un petit lac là qu'il y a sur la zone de Pinot pour agrandir la surface de mise à l'abri des avions. Aujourd'hui, on couvre pas loin de 8000 mètres carrés. Il faudrait au moins le doubler pour pouvoir mettre à couvert l'Airbus A380, Fabrice Brégier, le patron d'Airbus, nous a dit lors de l'inauguration qu'il nous en remettrait un, et y mettre aussi l'A400M. Pour le moment, on les mettra à l'extérieur, on sait très exactement où on va les mettre, et je pense que ce sera un élément de curiosité supplémentaire. J'imagine, oui. Hein. D'ailleurs, c'est pas mal l'idée d'avoir des avions devant la grande halle, oui. Parce que ça stimule la curiosité, le regard. Oui, puis que lorsqu'on passe le long de la rocade, évidemment, on voit Concorde et Caravelle, et on les voit de près, somme toute, quand on passe en voiture. Quand il y aura la 380, ça va donner aussi la mesure de la taille de cet avion. Quand on ne le voit que de très loin, à côté de sa chaîne d'assemblage de la chaîne Lagardère, tout est tellement en homothétie, tout est tellement à l'échelle qu'on ne se rend pas compte de la taille, ni des bâtis d'ailleurs, de la chaîne d'assemblage Lagardère, ni de la taille des avions. À côté du musée Aéroscopia, quand il va être positionné, on a prévu de le mettre au nord, je pense que, comme diraient les jeunes, ça va le faire. Ça va le faire. Vous parliez tout à l'heure des visites des chaînes d'assemblage et donc d'Aéroscopia. Il y a ces visites groupées qui peuvent s'opérer. Voilà. Ça fonctionne bien ? Alors oui, tout à fait. C'est un choix que l'on a fait de mettre ce qu'on appelle dans le jargon les visites en délégation de service public. C'est-à-dire que ce n'est pas la ville de Blagnac qui fait visiter le musée Aéroscopia, mais une société spécialisée en la matière qui déjà depuis 25 ans, assure les visites de tourisme industriel du site d'Airbus, qui s'appelle Manatour, et qui organise ça sous l'image Airbus Visite. C'est la même société qui gère les visites d'Aéroscopia et qui pourra les coupler en tant que de besoin avec, selon le désir des gens, avec la visite du site d'Airbus. À cette différence près que Aéroscopia va être ouvert 365 jours par an, y compris donc les dimanches et les jours fériés, alors que le site d'Airbus ne peut pas être visité les dimanches et les jours fériés. Car c'est une entreprise. C'est une entreprise. Ouais. Il y a un projet aussi de restaurant autour du lac, c'est ça ? C'est prévu, on va restaurer une ferme qui avait donné son nom à tout le site sur lequel il y a aujourd'hui Aéroscopia, la chaîne d'assemblage de l'Airbus A380, cette ferme qui est une jolie ferme 18e en U,
on va la restaurer et on va permettre à l'exploitant donc qui assure les visites du musée de pouvoir y faire installer un restaurateur en même temps que des salles de réunion pour des groupes, les scolaires en particulier, et puis aussi des bureaux pour les associations. Aéroscopia est devenue une entreprise. Combien d'emplois ont été créés ? Manatour, Manascopia, puisqu'il s'appelle comme ça, ce sont, je crois, pas loin de 80 personnes, 80 employés. Ils ne sont pas tous à temps plein. Je crois que c'est un équivalent d'une cinquantaine de personnes plein temps. C'est quand même une jolie petite PMI. Hein. Ah oui, ça fait du bien dans le contexte actuel. Hein. Tout à fait. Et puis, voilà encore ce que j'appellerais une entreprise de service à notre industrie phare, qui est l'industrie aéronautique et spatiale, qui n'a rien à voir avec l'aéronautique et l'espace, et pourtant qui existe parce que ça se visite. On l'a bien compris, c'était un projet qui vous tenait à cœur, vous oui, passionnément. Qui avez passé votre vie dans cet univers de l'aéronautique, c'est la concrétisation. Et le fait que ça marche, ça prouve deux choses. D'abord que Toulouse est la capitale européenne de l'aéronautique, et ça prouve aussi l'intérêt des Midi-Pyrénéens pour un musée de la sorte. Hein. Ça prouve que nos habitants sont fiers de cette identité, et je dirais que Toulouse devient une capitale mondiale de l'aéronautique, incontestablement, et capitale européenne de l'espace également. Mais je pense que du point de vue aéronautique, nous sommes devenus aujourd'hui un leader mondial, on va dire au moins à l'instar de Boeing. Puisque le dossier Aéroscopia est bouclé et que ça marche, qu'est-ce qui vous fait courir là maintenant, Bernard Keller ? Quel est le dossier le plus urgent qui est sur votre bureau ? C'est celui qui concerne justement la préservation de la qualité de vie autour de notre industrie qui a un développement considérable. Voilà, je partage les préoccupations de tous les gens qui travaillent dans l'aéronautique et dans ce secteur nord-ouest de l'agglomération. C'est le problème du transport aux heures de pointe. Ça, c'est la préoccupation prioritaire. On s'y entache justement avec Jean-Luc Moudinque, avec Pierre Isard et Martin Malvy pour que, en priorité, on règle ces problèmes d'accès. On va très prochainement, au mois d'avril, ouvrir la ligne en vol, c'est-à-dire le tramway qui va desservir l'aéroport. Enfin. Mais en desservant l'aéroport, ça dessert aussi quelques 15 000 emplois sur la plateforme aéroportuaire. On va parallèlement, avec Airbus, ça y est, c'est fait, ouvrir une ligne intérieure qui va permettre de relier d'une des stations de tramway, la station d'Ora, va pouvoir desservir Saint-Martin-du-Touche et jusqu'à Colomiers à l'intérieur du site de la plateforme aéronautique. Ça devrait participer quand même du désengorgement. Et puis, il faut qu'on règle un certain nombre de points noirs, notamment le point noir du giratoire du Ritouré, celui de la Fontaine Lumineuse à Colomiers, le rond-point Leclerc. Il faut qu'on fasse un pont encore au droit de Castelnau-d'Estrettefond pour relier l'autoroute en provenance de Montauban directement en accès nord sur l'aéroport et au passage en desservant le futur parc des expositions. Voilà, la préoccupation du moment, c'est vraiment maintenir une indispensable fluidité de circulation sur le secteur de développement économique le plus fort, le plus puissant de toute la métropole toulousaine, mais il faut aussi en préserver une certaine qualité de vie. Voilà, ceux qui nous écoutent et qui sont dans les embouteillages ce matin seront sensibles. On y pense. Je crois à votre discours. En tout cas, merci infiniment Bernard Keller d'avoir accepté de venir prendre un thé ou un café donc au micro de Présence pour commenter l'actualité. Et merci de votre accueil. Bonne journée, 7h46. Jean-Pierre Allot, toute l'info de votre région.